19h, Yarana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. Voici les titres de ce journal. Les syndicalistes de l'éducation montent au créneau pour défendre un inspecteur polynésien qui souhaite revenir au Fénois. Le ministère de l'Éducation locale refuse. Le conflit se réglera devant les tribunaux. Les transporteurs maritimes demandent une revalorisation des tarifs du fret pour compenser la hausse du prix du carburant. 8% d'augmentation à minima, c'est le souhait de quelques-uns. Le gouvernement va-t-il céder ? Réponse avec le ministre en charge du transport interinsulaire, Jean-Christophe Bouissou, est l'invité de cette édition. Recruter est urgent, précise le personnel de santé de l'hôpital. Si le CHT de Taoné est le plus optimal des hôpitaux du Pacifique, il manque encore de médecins et d'infirmiers. Et enfin, nous irons à Paris. À la fin de ce journal, les 4 lauréates du concours Résidence d'artistes stimulent leur créativité à la Cité des Arts, un univers artistique où les idées se façonnent au gré des rencontres. Ossianisation des cadres, oui, mais à condition de respecter les règles imposées par le ministère local de l'Éducation. Matani Kainuku est inspecteur du premier degré et souhaite revenir au pays après 1 an de formation légale en métropole. Mais pour le bon pilotage de notre système éducatif, dixit Christelle Luhartel, 2 ans sont nécessaires. La décision finale reviendra au tribunal administratif. Les explications de Carmen Doum et Nicolas Suire. L'affaire Matani Kainuku défraye la chronique aux grandes dames du comité de soutien du STIP. Une demande de mutation refusée alors que leur confrère a réussi haut la main l'épreuve si compliquée d'inspecteur de l'éducation nationale. La situation de Matani est-elle conforme en matière de gestion administrative et du personnel de la fonction publique ? Alors les textes ont évolué, donc il est possible de faire 7 années en métropole, ce qu'il a effectué, et de pouvoir revenir puisque ça a été accordé pour les autres tomes. Donc nous ne comprenons pas pourquoi en Polynésie française ce n'est pas le cas. Pourtant, la Polynésie ne dispose pas suffisamment d'inspecteurs locaux, que ce soit dans le premier ou le second degré. Selon Madame la ministre, il en faudrait 10 Encore faut-il trouver des volontaires désireux de poursuivre une formation dans l'Hexagone. Ils savent pertinemment qu'ils doivent partir pour 1 année de formation et que je demande qu'effectivement de revenir au bout de 2 ans. Donc 1 année pleine de formation en tant que stagiaire et on propose de rester 1 année de plus pour asseoir son stage, asseoir ses connaissances et pour mieux revenir en Polynésie française. Selon l'avocat Robin Kinkis, les ressortissants de l'outre-mer ont un droit de priorité vers leur terre d'origine. Néanmoins, le défenseur a déposé un recours auprès du tribunal administratif. Je suis finalement bien content d'avoir introduit ce recours devant le tribunal administratif parce qu'on aura une position juridique claire de l'administration sur la situation. Ce Kainuku, ce qu'il cherche, ce n'est pas à contourner la loi, c'est à en faire application. Et ce qu'il recherche, c'est une position de principe qui va lui bénéficier à lui, mais qui va aussi bénéficier aux autres agents dans sa situation. Matani Kainuku retrouvera son nouveau poste dès le 1er août de l'année prochaine, nous confirme le ministère de l'Éducation. Les habitants des îles devront débourser encore plus pour la livraison de leurs marchandises. Les armateurs veulent une augmentation des tarifs du fret. 8%, c'est le taux de revalorisation demandé par certains, car depuis 2 ans, les prix n'ont pas évolué. Aujourd'hui, les sociétés assurent ne plus pouvoir supporter seules ces charges supplémentaires. Les détails avec Caroline Fari et Sandroli. 4 750. La facture pour le fret maritime vers les îles pourrait bientôt s'avérer plus salée. À Motuuta, véritable poumon économique de la Polynésie, on envoie vivres et matériaux par bateau, mais la perspective d'une augmentation fait peur. Ça fait pitié, les petites étoiles-nouilles, si on peut dire, hein, parce que ça va coûter cher. Ouais. Et j'entends parler les gens des îles qui commencent pas à se plaindre, mais à penser à tout ça. Pourquoi ne pas taxer les grandes entreprises, pas les petits? Actuellement, c'est très cher et là, on augmente encore. Donc là, bientôt, ça sera plus possible pour nous d'emmener nos colis par bateau. Ça revient très cher, trop cher.
Après 2 augmentations du prix du carburant cette année, les charges des armateurs sont en hausse d'environ 8 à 10%. Une différence répercutée sur les tarifs. Le fret maritime vers les Australes passerait donc de 14 819 francs le mètre cube à 16 005 francs. Et nous subissons aussi une augmentation du coût de la vie, comme par exemple le coût de nos entretiens et réparations de bateaux qui est aussi une charge très importante. Et puis il y a aussi l'augmentation du coût des prestataires de services. Les gros points de charge que l'on a tous en commun sont le carburant évidemment, comme tout le monde, les charges de personnel, et tout ce qui est lié à l'activité. Et on subit un peu comme tout le monde. Le carburant est un des gros points de charge, mais aussi une réalité mondiale. Ça touche le pays, donc forcément ça nous touche comme les consommateurs. Si le pays prend en charge environ 20 à 25% du fret, difficile pourtant d'échapper à la hausse des prix avec une inflation de 6,9% cette année. Les consommateurs sont aujourd'hui plutôt fatalistes. Est-ce que nous avons le choix? C'est ça, la question, elle est là. Est-ce que nous avons le choix? Apparemment non. Apparemment non. Donc on subit. Les armateurs doivent se concerter demain pour présenter leurs propositions au gouvernement cette semaine. Et on en parle ce soir avec le vice-président et le ministre en charge du transport international, Jean-Christophe Bouissou. Yorana, merci d'être sur la première ce soir. Alors, augmenter les tarifs de fret de 8%, est-ce que selon vous, c'est légitime ou un peu exagéré? Non, ce n'est pas que ce soit forcément exagéré, parce que ça découle d'une formule qui prend en considération le carburant, la masse salariale, mais aussi les autres charges de ces compagnies maritimes. Donc c'est une formule qui a été votée par l'Assemblée il y a déjà très longtemps et qui a été reformulée récemment. Mais je voudrais quand même dire une chose, parce qu'il faut préciser pour le public. Nous ne sommes pas producteurs de pétrole. La masse salariale subit les augmentations dans les entreprises. En l'occurrence ici, nous avons affaire du personnel ressortissant de l'ENIM. D'accord ? Ce n'est pas un statut propre à la Polynésie. Et puis les autres charges, c'est aussi l'inflation, bien sûr, que l'on subit, pour toutes les raisons que l'on connaît, avec ce qui se passe dans le monde. Donc, lorsque la personne disait tout à l'heure, on subit, oui, nous subissons tous à l'heure actuelle. Ce n'est pas une décision de gouvernement que d'augmenter les prix auprès des consommateurs. C'est simplement de discuter. Alors là, je reviens sur le sujet, sur la situation réelle des compagnies maritimes aujourd'hui en Polynésie. Quels sont les chiffres d'affaires ? Quels sont les chiffres d'affaires ? Quelles sont les marges ? Quels sont les résultats au niveau de ces entreprises sur les années qui viennent de se passer ? Tout en se disant que ces compagnies ont beaucoup donné quand même pendant les 2 ans d'activité et de la Covid, où tout s'est maintenu, les relations avec les îles. Il n'y a jamais eu aucun problème. Donc je serai d'une grande écoute, si vous voulez, avec les directeurs, les présidents de ces compagnies. Vous pourrez accepter cette demande de revalorisation de 8%. C'est parce que je viens de dire. La réunion se tiendra jeudi et nous allons discuter. Je voudrais que tout le monde fasse un effort, mais sachez quand même qu'aujourd'hui, le pays contribue à hauteur de 2,5 milliards de francs sur l'exploitation et le transport de denrées dans les îles. Le carburant, le fret du carburant est pris en charge pour tout le monde. Les matériaux de construction, les PPN, les denrées dans les îles des agriculteurs qui viennent ici, ça nous coûte déjà. Mais qui paye ? La population paye. Ce sont nos impôts qui payent cette contribution du pays. Donc demander une augmentation, c'est demander finalement à la population de contribuer à cette augmentation. Je crois qu'il va falloir à un moment donné que l'on regarde les choses vraies. Je comprends dans les discussions que l'on dise on veut 8%. Bon, on verra jeudi ce que ça pourra donner. Et ce soir, vous dites aussi à la population des îles qu'il faudra de toute façon passer à la caisse, quoi qu'il en soit. C'est de toute manière la population qui devra payer. Imaginons qu'on augmente de 0. Qui paye ? C'est le pays qui va payer. Qui va payer ? Alors, c'est vous qui allez payer, c'est tout le monde, tous ceux qui vont... il faudra augmenter des impôts supplémentaires. Donc, vous comprenez, il faut trouver un équilibre quelque part. Il faut arrêter. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours.
Nous sommes dans un monde réel avec une économie où il y a une contribution qui est donnée et une solidarité qui existe. Et il y a une solidarité qui existe par rapport aux îles. Donc ce n'est pas une question du président de gouvernement ou d'un gouvernement qui tienne une posture. C'est de savoir exactement là où c'est juste. Ce qui est juste, c'est d'éviter que ces compagnies maritimes aient des déficits. Ce qui est juste aussi, c'est d'éviter de trop mettre sur la population et sur la consommation. Vous voyez, la politique, c'est difficile parfois, à trouver, on l'a bien compris. Monsieur le vice-président, un dernier mot très rapidement sur la compagnie aérienne Air Moana qui devait ouvrir en septembre, mais ce ne sera pas le cas puisqu'elle n'a toujours pas reçu son certificat de transport aérien délivré par la Direction générale de l'aviation civile. Il tarde à être délivré. Aujourd'hui, elle vit sur ses fonds propres et emploie une 60aine d'employés. Comment est-ce que le pays pourrait l'accompagner dans ses démarches pour qu'elle puisse obtenir plus rapidement ce certificat? Des renseignements que j'ai, il y a 2 avions en cours de préparation pour mettre aux couleurs de la compagnie. Donc c'est en cours. Du personnel a été recruté, environ une 50aine de personnes. Il y a le personnel navigant commercial qui doit faire aussi l'objet d'un recrutement. Je crois savoir que en octobre, fin octobre, début novembre, il y a une possibilité de démarrer les opérations. En ce qui nous concerne, nous sommes en train de travailler avec la compagnie pour que les comptoirs dans les îles et les opérations de fret et des passagers se passent dans de bonnes conditions. Il faut accélérer ici, sur la plateforme de Tedifara, les mesures nécessaires à accueillir cette nouvelle compagnie. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes vraiment très favorable, comme la population, à ce qu'il y ait une concurrence. Je sais même que RTT s'est d'ores et déjà préparé à ce que cette concurrence se mette en place. Donc j'encourage cette nouvelle compagnie à continuer sur sa voie. Merci beaucoup Jean-Christophe Bouissou d'avoir répondu à nos questions ce soir. Nous suivrons donc de très près cette réunion qui aura lieu jeudi matin avec les armateurs et le gouvernement. Donc. Et on continue de parler économie dans votre émission L'Invité Café. Demain, on parlera tourisme et entrepreneuriat avec Mélinda Baudin, présidente de la Fédération générale des entrepreneurs de Polynésie, mais également présidente de l'association du tourisme authentique. Les bureaux de l'Agence consulaire des États-Unis en Polynésie ont mis aux normes internationales de protection diplomatique et c'est un chantier exceptionnel. Les murs sont renforcés de 18 tonnes de métal pour un local de 120 mètres carrés afin que les locaux résistent aux inondations ou aux explosions. Les fenêtres sont posées à 5 mètres du sol, elles sont blindées. Pourquoi autant de précautions? Christopher Coselli, agent consulaire des États-Unis, nous en dit plus au micro de Patita Savia. Ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes les représentations du gouvernement américain dans le monde vont être haussées à ce niveau de protection. La dernière qui restera et qui ne sera pas haussée sera le point faible, comme une chaîne, un maillon faible dans cette chaîne. Ça veut dire que si toutes les représentations du monde entier sont bien protégées, sauf celle de Tahiti, les personnes qui veulent faire un message au gouvernement américain en faisant exploser une bombe ou en faisant quoi que ce soit, ils iront trouver l'endroit le plus faible pour venir créer leur perturbation. La délégation porte-parole des hôpitaux de France s'est rendue au cœur de l'hôpital du Haoné. Le CHPF et son SWAC unique au monde ont enthousiasmé l'équipe de France et du Pacifique. Quant au personnel de santé sur le terrain au quotidien, ils espèrent que la prochaine crise sanitaire sera mieux maîtrisée pour ne plus jamais revivre l'angoisse des 2 ans de Covid. Natacha Silagi, Mirko Vanfo. C'est le plus grand du monde, le SWAC de l'hôpital. C'est par là qu'il fallait commencer. Le système de climatisation par pompage d'eau profonde permet de réduire la pollution de 5000 tonnes de CO2 par an, écologique et économique. Qu'est-ce que ça vous fait après comme économie de fonctionnement? Alors aujourd'hui, nous on consomme 25 millions de kilowattheures à l'année, ce qui fait à peu près sur la facture électrique environ 300 millions. Ah oui. Autre ambiance aux urgences. C'est ici que le tri des patients se décide selon la gravité de chaque cas. Et il y en a toute l'année beaucoup.
Vous avez combien d'entrées par On est à 48 000 passages 48 000 passages par an, d'accord. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu de monde. On a des pics d'activité sur les week-ends. Par comparaison à Nouméa, vous êtes à combien de passages par an 32 000. 32 000 On a fait 32 000 cette année, oui. Il faut absolument qu'on puisse être raccroché de façon nationale sur des organisations de fédérations hospitalières. Donc c'est indispensable de ne pas être tout seul, mais être accompagné. Assurer le quotidien, oui, mais ne pas oublier de se préparer, surtout pour la suite. Le mot d'ordre dans tout le service. Je pense qu'il y a un effectif médical à renforcer quand même aujourd'hui pour que les conditions de travail restent confortables pour les soignants et puis surtout pour que la prise en charge des patients elle soit optimale. Soigner, orienter près de 50 000 personnes chaque année pèse lourd sur les épaules des personnels, tous les personnels. C'est recruter qui est urgent. Pour dire qu'il y a pénurie, on a aussi ici. Hein. Mais bon, après, sur le système, on attend justement. Après, nous, on attend. Mais c'est bien le service réanimation qui a le plus souffert pendant la crise Covid. Même discours, ne plus jamais manquer de monde à l'avenir. Entretenir la formation des équipes qui sont venues nous renforcer, qui sont encore sur le territoire, pour pouvoir faire appel à eux d'un claquement de doigts s'il y a besoin. Pour la Fédération hospitalière de France, le message est clair. Si l'hôpital de Polynésie est bien équipé avec son caisson hyperbar et sa technologie de pointe, c'est de médecins et d'infirmiers dont il a besoin. L'ambassadeur de l'Union européenne pour le Pacifique s'est rendu à Ayatya, un déplacement qui n'a rien d'une visite de courtoisie. Il s'agit de constater que les subventions du Fonds européen de développement ont bien été utilisées pour les projets dont elles ont été destinées. À Tapu Tapu Atea, c'est en partie grâce à l'Europe que la commune fournit des produits locaux aux écoliers après avoir remporté le concours du potager à l'assiette lancé par le projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes. D'autres partenariats pourraient voir le jour. Sujiro Sim répond à Julien Vescovali. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la valorisation des ressources locales, puisque c'est aussi un objectif de l'Union européenne. Bien sûr, on a le pacte vert européen, donc l'action contre le changement climatique, la protection de la nature, mais on a tout un volet économie verte, on a tout un volet sur les systèmes alimentaires durables, on a tout un volet sur la résilience, dont l'objectif c'est non seulement de protéger l'environnement, mais aussi de permettre la gestion durable des ressources naturelles, donc la valorisation des atouts dont disposent ces territoires. Sachez que depuis 1959, la Polynésie bénéficie de financements européens qui ont permis la réalisation de nombreux projets en matière d'assainissement, d'énergie ou encore de protection de l'environnement. Il veut mêler bonne ambiance, rire et chaleur. Le Hoa Dark Fest 2022 est le premier festival de musique hard rock en Polynésie, bien loin du Hellfest Summer Open Air, le plus grand festival de musique extrême d'Europe et de France. Celui du Whenua souhaite tout de même regrouper les amateurs de métal et de hard rock à un endroit. À Whareute, samedi soir, 3 groupes animeront la soirée. Fusion 4, Uravena et Teruki, 3 heures de show à partir de 18h30. Aroma Salmon nous en dit plus au micro de Sandrouli. On sait que la communauté musicale métal existe en Polynésie, mais elle est pas très grande, quoi. Alors, quelquefois, il y a des scènes qui se mettent en place. Et nous, notre envie, c'est justement d'en faire un peu plus. Et qu'est-ce qu'on a fait? Il faut d'abord trouver un lieu. La brasserie Hoa, c'est un lieu qui s'y prête très bien. Il y a une belle scène, c'est un très bel endroit. Du coup, avec la direction du Hoa et les 3 groupes, on a mis ça en place. Souvenez-vous, en juin dernier, les noms des 4 lauréates du concours Résidence d'artistes Cité internationale des arts étaient dévoilés. Elles sont artistes, réalisatrices ou encore écrivaines et vivent pleinement leur art depuis le début du mois. Leur but, apprendre des autres, mais aussi et surtout faire valoir leur savoir-faire et leur talent. Rencontre signée Francis Gibrian et Charlotte Fleury d'Outre-mer la première. Le lieu de vie de l'une des résidentes s'est transformé en atelier de création. 4 femmes artistes, une illustratrice, Leila Changsei, 2 artistes peintres, Patricia Baudet, Teveita Dingsemi et Tita Wapeu, écrivaine. Léa, la plus jeune du groupe, est forcément le centre de toutes les attentions. J'ai l'occasion en fait de rencontrer beaucoup d'artistes, d'aller dans des musées, en fait, de voir autre chose en fait de ce qu'on a l'habitude de voir chez nous, et ça c'est une grande opportunité qu'on n'a pas forcément. Teveita espère partager son univers riche aux couleurs du Whenua, entre terre et mer.
Elle entend élargir son panel à travers les échanges que lui offrira le Centre d'art à Paris. En tant qu'artiste, au bout d'un moment, on a envie de changer, d'exprimer les choses peut-être différemment. Et déjà, depuis que je suis arrivée, ça fait un peu moins de 3 semaines, je vois dans mon travail qu'il y a déjà une évolution par rapport à des œuvres que j'aurais pu faire avant mon arrivée. Titaouapéou, une plume, l'une des voix les plus importantes de la littérature tahitienne. 2 ouvrages à son actif, auteur engagé. Titaouapéou aimerait que le regard change sur la Polynésie, belle aussi de sa culture. Concrètement, cette résidence nous offre l'occasion, et je voudrais par là même remercier le ministère de la Culture de Polynésie ainsi que le commissariat. Tahiti, ça n'a jamais été dans la conscience, en tout cas collective, une terre artistique, ou plutôt une terre artistique pour les artistes de l'ailleurs. Et Tahiti, ça n'a jamais été vu comme des grands auteurs, des grands peintres autochtones. Donc notre travail ici, travail entre guillemets, c'est de nous faire connaître en tant qu'artistes à part entière. Ce brassage entre ces artistes révèle un besoin d'ouverture au-delà des frontières de la Polynésie. Elles ont 4 mois pour redessiner les contours de leur expression artistique. Une exposition commune est prévue à la fin de ces 4 mois de résidence avant leur retour en Polynésie, prévu au mois de novembre. L'information principale de cette édition, les armateurs de Polynésie demandent une revalorisation des tarifs du fret maritime, 8% au moins pour supporter la hausse du prix des carburants et du coût de la vie. Une demande légitime selon le vice-président de la Polynésie qui était notre invité ce soir. La commission d'examen des tarifs maritimes interinsulaires se réunira demain pour fixer un taux de réajustement avant de le proposer au gouvernement jeudi. Ses membres trouveront une oreille très attentive, a précisé Jean-Christophe Buissou. À la une de votre quotidien demain, Tahiti Info titre sur ce conflit entre Matani Keinuku, inspecteur du premier degré, et Christelle Lehartel. À suivre sur La Première, une comédie romantique française, Hôtel Normandie. Elle sera suivie de 2 épisodes de la série dramatique Romance. Merci de votre fidélité, très belle soirée et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie La Première, internet et réseaux sociaux.